Voilà, moi je voulais aussi remercier donc Barbara de m'avoir proposé d'intervenir ici. Je suis particulièrement contente d'évoquer l'histoire de ce lieu ici, puisque le studio Francoeur est voilà, un des rares studios qui a survécu à la vague de démolition qui ont touché les studios français dans les années 90, et certainement celui qui a le mieux réussi sa reconversion, puisque en restant au service du cinéma et en devenant un lieu d'apprentissage, d'expérimentation, de formation au métier du cinéma, un rôle que jouaient déjà d'une certaine manière les studios dans les années 30 notamment, à l'époque où il n'y avait pas d'école de formation du cinéma et où on apprenait le cinéma sur le tas, donc dans les studios. Donc je trouve ça particulièrement intéressant d'être là pour évoquer ce lieu avec vous. Alors l'objet de cette conférence ne va pas être de retracer l'histoire d'un siècle, de retracer un siècle d'histoire du lieu, puisque maintenant ça fait plus de 100 ans que l'industrie du cinéma, que le cinéma est présent à cette adresse, mais plutôt d'évoquer la période la plus dense et la plus riche de son histoire en tant que studio, à savoir les années 30 et 40, enfin en démarrant dans les années 20 au moment de la création du studio jusqu'à la fin des années 40, qui correspond à la période durant laquelle les studios sont en pleine activité et une période à laquelle ils constituent vraiment une des pièces maîtresses du système des studios français. Alors l'idée c'est de mettre en lumière l'histoire de ce lieu singulier, de ce micro-territoire cinématographique, si on peut dire, d'essayer d'en comprendre les usages, le fonctionnement, les évolutions au fil du temps, en se penchant sur l'histoire du bâtiment lui-même, qui a connu quelques modifications, mais surtout, c'est essentiellement là-dessus que je vais centrer ma communication, en évoquant l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait vivre ce lieu, qui lui ont donné une existence, qui ont su transformer ce qui était au départ un outil technique au service de l'industrie du cinéma en un espace de création, de sociabilité, de revendication, vous allez le voir aussi, et d'une certaine manière en un lieu de travail et de vie. Alors bien que les studios Francoeur aient joué un rôle important dans l'histoire de la production cinématographique française, durant cette période-là, ils n'ont jamais, pas plus d'ailleurs qu'aucun autre studio français, ils n'ont jamais fonctionné en vase clos. Ils ont toujours entretenu des liens étroits avec d'autres studios, en particulier avec les studios de Joinville, qui étaient exploités également par Pathé dans les années 30 et 40. Donc il s'agira aussi dans cette conférence d'analyser la place de la rue Francoeur dans le système des studios français et dans l'organisation technique, culturelle, sociale de l'industrie du cinéma français de la période. Alors, quelques jours après l'inauguration de ce lieu en tant que studio, qui a lieu le 18 janvier 27, un journaliste de l'œuvre écrit ce court texte, je vous le cite: « Un événement cinématographique important a marqué la semaine qui vient de s'écouler. Un nouveau studio de prise de vue a poussé en plein Montmartre, rue Francoeur. Quand on connaît les difficultés qu'il y a pour les metteurs en scène d'effectuer leurs travaux dans les usines à images de banlieue, on se rend compte de l'intérêt que présente la création d'un studio moderne dans Paris par les services qu'il rendra aux cinématographistes. » Donc on voit à travers cette citation, piochée parmi beaucoup d'autres, que la création du studio Francoeur est vécue comme un événement important par les milieux cinématographiques de l'époque, faisant de Montmartre, après les buttes Chaumont où Gaumont est installé depuis la fin du 19e, le deuxième pôle cinématographique situé dans Paris, à l'intérieur de Paris, ce qui a son importance parce que à l'époque, les grands studios à Épinay, à Joinville, rejoindre Épinay ou Joinville dans les années 20 est quelque chose d'assez compliqué. Enfin, il faut 1 heure pour aller à Joinville, 1 heure et demie pour aller à Épinay. Donc avoir des studios dans Paris, c'est quelque chose qui est notable et qui intéresse particulièrement les milieux cinématographiques. Alors,
pourtant, contrairement à ce que pourrait laisser entendre cet article de l'œuvre, le studio n'a pas poussé comme ça ex nihilo en quelques semaines sur les pentes de la butte. Et Bernard Nathan, donc son propriétaire, est en réalité installé dans les locaux depuis plusieurs années déjà, quand les studios sont inaugurés. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la biographie assez complexe et discutée de Bernard Nathan, mais il est important de savoir de préciser que lorsqu'il inaugure ses studios, en janvier 1927, il est déjà actif dans le milieu du cinéma depuis une quinzaine d'années. Il a d'abord créé une petite société de films d'actualité dès 1909, avant la Première Guerre mondiale, à Maison Alfort. Puis, en 1912, il va créer sa société Rapid Film, qui est spécialisée dans le tirage, le développement de films et la création d'intertitres. Et sa société Rapid Film est installée dans un premier temps rue Ordener, donc pas très loin d'ici, mais plus vers La Chapelle, donc déjà dans le 18e. Au lendemain de la Grande Guerre, Bernard Nathan reprend ses activités quand il revient de la guerre, et la société Rapid Film va connaître une croissance assez rapide au lendemain de la Première Guerre mondiale, et c'est donc en mars 1920, qu'il va venir s'installer, qu'il va déménager de la rue Ordener à la rue Francoeur. Alors, il va louer un local à la famille Daval. Alors, je vous ai mis ici une carte postale ancienne des établissements Daval. Donc, la famille Daval est propriétaire de ce qu'on appelait alors le Grand Bazar du Bâtiment, qui est une société qui était très prospère à la fin du 19e siècle et qui a périclité et dont les locaux sont désaffectés dans les années 20. Et donc, la famille va louer ces locaux à différentes personnes. Donc là, c'est la vue depuis la rue Jules Jouy qui donne sur la rue de Cyrano de Bergerac, donc l'entrée latérale des studios, de ce qui va devenir les studios. Donc les locaux de la rue Francoeur comportent à ce moment-là des espaces de stockage, donc pour des matériaux de construction, des ateliers de menuiserie, des ateliers de taille de pierre également. Et dans un premier temps, Nathan va louer 400 mètres carrés dans le bâtiment qui est situé à gauche de la cour principale quand on rentre. Et progressivement, au cours des années 20, entre 1920 et 1926, il va développer ses activités au point d'occuper 5000 mètres carrés, c'est-à-dire pratiquement l'entièreté de la superficie des établissements Daval. Alors, je vous ai mis un plan, je ne sais pas si c'est très visible, c'est la partie rouge, si vous voulez, enfin légèrement rosée, où c'est inscrit Rapid Film. Donc, on voit l'extension, au départ, juste une petite partie du bâtiment principal, jusqu'à occuper l'ensemble de la surface. Et la famille Daval va rentrer au capital de la société Rapid Film et apporter donc dans la société les bâtiments eux-mêmes dont elle est propriétaire. Alors, dès le milieu des années 20, donc l'industrie cinématographique est bien présente rue Francoeur, et la société Rapid Film, dont je vous ai mis ici une publicité parue dans le Tout Cinéma, donc l'annuaire de la cinématographie en 1926, Rapid Film va développer ses activités. Donc, il s'agit essentiellement d'une usine de tirage et de développement de films, mais la société propose aussi des salles de montage pour les producteurs, propose également de la location de matériel de prise de vue pour des réalisateurs et producteurs indépendants. Et par ailleurs, Nathan continue son activité d'actualité filmée, il réalise des documentaires sur commande et il se lance également dans la publicité filmée, en créant une société qui s'appelle Rapid Publicité. Pour accompagner ce développement de la société, des aménagements assez importants sont apportés aux anciens établissements Daval. Alors, le 26 février 26, une demande de permis de construire est déposée auprès du préfet de la Seine pour transformer le bâtiment, pour le surélever d'un étage et pour le transformer, je cite, en studio et atelier industriel. Là, vous avez un plan en coupe parmi les nombreux plans qu'on peut trouver aux archives de Paris sur le bâtiment à l'époque.
Alors, étant donné la topographie du lieu, évidemment, c'est le choix d'une organisation verticale des espaces de travail qui est retenu et qui apparaît alors comme très moderne. C'est-à-dire que la plupart des studios existants sont des studios qui sont étalés dans l'espace, que ce soit à Joinville, à Épinay ou même au but de Chaumont, où on n'a pas cet empilement des espaces de travail. Alors, sur cette deuxième image, on voit un petit peu mieux la disposition. Donc, le studio dispose de 2 plateaux de prise de vue. Alors, le premier installé au rez-de-chaussée et qui occupe une partie du rez-de-chaussée et du premier étage. Rez-de-chaussée, c'est-à-dire à l'époque pas l'entrée niveau Francoeur, mais l'entrée sur le niveau rue Cyrano de Bergerac. Donc, un petit studio de 357 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 7 mètres. Un deuxième plateau que vous voyez ici, donc au troisième étage, plus grand, 740 mètres carrés, qui lui dispose d'une petite fosse, ce qu'on appelle une piscine à l'époque, de 6 mètres par 8, pour pouvoir avoir un peu plus de profondeur, voire faire des décors qui peut être mis en eau, une fosse qu'on peut remplir d'eau pour certains décors. Et entre les 2 plateaux sont situés les ateliers de décoration, avec une trappe dans le sol du plateau d'en haut pour pouvoir faire monter et descendre les éléments de décor, et un monte-charge assez important, donc qui existe encore d'après ce que j'ai vu tout à l'heure en arrivant, dont on voit ici la cage du monte-charge sur la gauche, et qui servait, vous avez ici une photo du monte-charge, à faire monter des éléments de décor depuis les ateliers vers le grand plateau, ou descendre vers le petit plateau. Alors, excusez-moi. On avait aussi, dans le bâtiment initial, la possibilité donc de faire rentrer du matériel, des éléments directement par la rue de Cyrano de Bergerac, directement sur le petit plateau. Il n'y a pas d'espace extérieur de tournage, ce qui tranche avec les autres studios, mais la terrasse qui est située sur le toit, la terrasse panoramique, est utilisée ponctuellement pour des décors d'extérieur et parfois pour des répétitions, comme ici. Vous avez un peu plus tardivement, puisque c'est pendant la guerre, en 1942, sur le film Croisière sidérale, des répétitions de danse et de numéros qui ont lieu sur le toit pendant qu'on tourne sur le grand plateau. Alors, le 18 janvier 27, donc, c'est le studio est inauguré en grande pompe, en présence de Louis Aubert, qui est producteur et président de la Chambre nationale de la cinématographie, de Paul Painlevé, qui est député et ministre de la guerre, du chef du cabinet du ministre du Commerce, des producteurs Charles Delac, Charles Jourjon, des critiques les plus influents de la presse cinématographique, et d'une pléiade de réalisateurs et de vedettes en vue. Alors, la presse relaye assez abondamment cette soirée d'inauguration, qui commence par un dîner chez La Pérouse, puis une grande fête au studio, où les invités sont conviés à assister à des prises de vue du film qui est en cours de tournage, Éducation de Prince, et les invités sont eux-mêmes filmés, et 1h30 plus tard, on leur passe le film de leur présence dans les studios, pour montrer avec quelle efficacité la société Rapid Film est capable de traiter les films tournés, avant de se terminer par un bal animé par un orchestre de jazz. Donc, on voit qu'en 1927, le studio Francoeur apparaît comme un studio moderne, à la pointe de la technique, en phase avec son temps, d'une certaine manière. Et c'est ce studio que choisissent un an plus tard Pierre Chenal et Jean Mitry pour illustrer leur documentaire sur l'industrie du cinéma français, dans un film qui s'appelle Paris Cinéma, et dont je vais vous montrer un extrait maintenant, si c'est possible de lancer le...
Donc on est assez loin de l'image d'Épinal, des grands studios vitrés d'avant-guerre qu'on est habitué à voir à cette époque-là. Donc dès les premières années de fonctionnement, les studios de la rue Francoeur, l'activité est assez intense. On a plusieurs grosses productions qui sont tournées ici. Donc là, vous avez Le Capitaine Fracasse, Éducation de Prince d'Henri Diamant-Berger, L'Argent de Marcel L'Herbier, des films comme La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc de Marco de Gastine, qui est une grande production dont une grande partie est tournée en extérieur, mais les intérieurs sont tournés rue Francoeur, et La Sirène des Tropiques, dont je vous ai mis quelques images ici, avec Joséphine Becker, de Mario Nalpa. Alors la plupart des films qui sont tournés ici à la fin des années 20 sont produits ou coproduits par Bernard Nathan, qui a fondé une société de production en janvier 27, les productions Nathan, et les studios sont également loués à des producteurs indépendants, comme là c'est le cas pour La Sirène des Tropiques, produit par Nalpa, voire à des producteurs étrangers. La Warder Film de Londres vient tourner dans les studios Francoeur The White Check en 1927. Alors en septembre 27, Christian Jacques, qui n'est pas encore réalisateur, signe un article dans Le Gaulois sur l'activité frénétique des studios Francoeur, où en janvier 27, on a 3 films qui sont en cours de réalisation ici. Donc sur le grand plateau, La Madone des Sleeping est en cours de tournage. Pendant ce temps-là, on monte les décors sur le même plateau, sur une autre partie du plateau, on monte les décors de L'Île d'Amour, un film de Jean Doran avec Mistinguett. Et sur le petit plateau, au rez-de-chaussée, on commence le tournage d'un film avec Charles Vanel, Charité. Donc à la veille du Parlant et de la fusion entre Rapid Film et Pathé Cinéma, les studios de Bernard Nathan emploient près de 200 personnes et comptent parmi les mieux équipés de France. Alors en 29, Rapid Film fusionne donc avec Pathé Cinéma. Pathé Cinéma, qui à ce moment-là a abandonné la production dès le début des années 20, vendu la plupart de ses actifs pour se reconcentrer sur la production de matériel, en particulier le pâté baby et le pâté rural, et le tirage des copies dans son usine de Joinville. Alors, je ne vais pas détailler ici les conditions économiques de la fusion entre Pathé et Rapid Film, mais il est évident que cette fusion marque un tournant très important dans l'histoire des studios Francoeur, qui, à ce moment-là, rentre dans le giron de la société Pathé, dont Bernard Nathan va prendre la direction en pleine période de transition vers le film parlant. Donc Nathan va à ce moment-là développer et agrandir la société. Il va donc récupérer avec la fusion l'exploitation du pâté baby, du pâté rural, l'usine de tirage de Joinville, qui va s'ajouter à son usine ici de tirage Rapid Film. Il va racheter à Jean Sapen les studios de Joinville, qu'on a vu tout à l'heure, donc constituer un circuit de salles, développer un journal d'actualité sonore et prendre le contrôle de Pathé Consortium Cinéma, une société de distribution. Donc, Pathé Nathan, comme on l'appelle désormais, la société Pathé Nathan, devient une société verticalement intégrée qui compte dans ses activités toutes les étapes, depuis la production jusqu'à l'exploitation, en passant par la distribution, et qui se trouve être à la tête du plus grand pôle de studios en France, puisqu'il y a 5 plateaux à Joinville, 2 rue Francoeur, et que 2 nouveaux plateaux sont en construction à Joinville. Alors, quelles sont les répercussions de cette fusion sur le passage au parlant, sur l'organisation et le fonctionnement des studios Francoeur? Alors, dans un premier temps, comme dans la plupart des autres studios, l'arrivée inéluctable du film parlant va provoquer une forme de ralentissement de l'activité. En 1929, on tourne peu de films, on tourne 4 longs métrages rue Francoeur, muets. Et c'est une année de transition durant laquelle
Bernard Nathan va réfléchir à l'aménagement sonore de ces studios. Quel choix de brevet sonore faire? Est-ce qu'on doit équiper d'abord Joinville ou d'abord Francoeur? Finalement, les travaux sont entrepris à Joinville d'abord. Alors, je vous ai mis un tableau pour comprendre la chronologie du basculement du muet au parlant dans les principaux studios français. Donc, en gris très clair, c'est une période dans laquelle on fait des travaux pour le passage au sonore et pendant laquelle la production est interrompue. En gris un petit peu plus foncé, ce sont les périodes durant lesquelles les studios sont encore en travaux, mais où on a commencé à tourner sur certains plateaux des films sonores, et en gris très foncé, quand les studios sont complètement équipés. Et rue Francoeur, contrairement à ce qui se passe à Joinville, où on continue de tourner en muet pendant qu'on équipe des plateaux sonores, rue Francoeur, étant donné la disposition des lieux, ce n'est pas possible, donc les studios sont complètement fermés à partir d'octobre 1929 jusqu'en février 1930. Donc c'est une période de travaux pendant laquelle il n'y a pas de tournage, rue Francoeur. Et donc c'est finalement en février 1930 que les studios vont réouvrir ici avec un premier film sonore qui s'appelle La tendresse d'André Hugon. Alors, je vais pas avoir le temps de vous lire un extrait du film sur la tendresse. Donc, dans le dispositif Pathé Nathan, la rue Francoeur occupe une place un peu singulière. Bernard Nathan décide d'y établir le siège social de la société, puisque c'est son fief ici, rue Francoeur. Et la rue Francoeur devient un lieu de pouvoir, de représentation. C'est la vitrine de la société Pathé Nathan. On n'y entre que sur invitation. Des grooms en livrée accueillent les visiteurs à l'entrée. C'est là que sont situés les bureaux de la direction. Donc là, vous avez une image du fondé de pouvoir, M. Anjan, l'escalier qui mène au bureau de la direction, qui existe toujours. C'est là que se trouve également le siège de la production, qui est dirigé par Émile Nathan, le frère de Bernard. Et donc, c'est rue Francoeur que vont défiler tous les réalisateurs, acteurs sous contrat, également tous les producteurs qui veulent bénéficier des services des studios. Mais si la direction de Pathé Nathan est installée rue Francoeur, les films produits par la société sont majoritairement tournés à Joinville, tandis que les studios ici sont largement ouverts à la location. En 1931, les films Pathé Nathan ne représentent que 12% de l'activité des studios ici, rue Francoeur, qui sont donc largement ouverts à des producteurs indépendants comme Charles Delac, Henri Diamant-Berger, parfois sur des périodes assez longues. La société, par exemple, des films Osso, qui est une importante société de production au début des années 30, mais qui ne dispose pas de studio, va signer plusieurs contrats pour une durée de 6 mois de location des studios ici, et va y tourner pratiquement l'intégralité de sa production. En janvier 1932, Alexander Korda, qui à ce moment-là est à Paris et envisage de s'installer en France, crée une société de production et signe un accord avec la société Pathé pour louer pour une période de 9 mois les studios de la rue Francoeur pour y tourner sa production. Finalement, il va y tourner un seul film, La Dame de chez Maxims, puis il va rejoindre Londres où il va fonder ses propres studios, donc les studios de Denham. Alors, les contrats de location des studios avec des producteurs indépendants sont assez intéressants parce qu'ils permettent de comprendre le fonctionnement. Les producteurs indépendants louaient les studios, arrivaient avec leurs propres collaborateurs de création, ils engageaient eux-mêmes leur chef opérateur, leur chef décorateur, leur assistant, les interprètes du film, mais le personnel à l'époque dit ouvriers, c'est-à-dire les peintres, les machinistes, les électriciens, chefs machinistes, chefs électriciens, les décorateurs, les staffeurs, etc., sont embauchés directement par la société Pathé et mis à disposition des producteurs qui viennent tourner dans le lieu. Donc, les locataires
qui viennent louer le studio disposent également des salles de montage, des salles de projection, des stocks de décors et d'accessoires pour les besoins de leurs films. Donc on a une imbrication très étroite à ce moment-là entre du personnel qui travaille directement pour la société Pathé Nathan et des professionnels qui viennent de l'extérieur pour travailler rue de Francoeur. Alors à quoi ressemble le quotidien du travail dans les locaux de la rue Francoeur dans cette période de très forte activité? Alors contrairement à Joinville, où l'ensemble des espaces sont dédiés à la production des films, à rue Francoeur, ici on trouve différents services de la société. La direction, je l'ai déjà évoqué, mais également des services généraux qui sont les services de l'ensemble de la société, donc le service des achats, le service du personnel, le service de la comptabilité, par exemple. Je vous ai mis le service des assurances, du contentieux, du courrier, les services type technique, type poste incendie, chaufferie, mais également le service des maquettes, c'est-à-dire, là je vous ai mis une image, le service des maquettes, c'est l'atelier de décoration pour l'exploitation et donc pour décorer les devantures des cinémas du circuit Pathé, pour faire toutes les affiches de films, pour faire les matériels publicitaires également. Alors que la photo de gauche, ce sont les ateliers de décoration du studio pour la production de films. Et puis évidemment, donc, tous les services liés à la production de films eux-mêmes, les plateaux, les salles de montage, salles de projection également, qui sont installées dans les locaux. Alors, c'est un espace donc, où vont cohabiter des employés de bureau qui travaillent avec des horaires fixes. Il y a une pointeuse à l'entrée qui est toujours là d'ailleurs, avec des équipes de création qui, elles, vont avoir des horaires beaucoup plus fluctuants, variables, d'autant plus qu'avant 1936, on n'a pas de convention collective dans le cinéma qui réglemente précisément les horaires de travail. Donc, on a une grande flexibilité des temps de travail. Donc cette dimension très administrative et très hiérarchisée de cette vie de bureau fait également partie, d'une certaine manière, de l'identité de la rue Francoeur à cette époque. Et elle est d'ailleurs mise en scène dans un court film on va regarder maintenant, qui met en scène les équipes du Pathé Journal, qui a son siège aussi rue Francoeur, les équipes qui tournent les films d'actualité pour Pathé, qui sont mis en scène dans les bureaux de la rue Francoeur, que vous allez voir, en fait, sont des décors reconstitués pour les besoins du film. Si on peut voir le 3e extrait. Voilà, donc c'est un petit film qui, à mon sens, est assez intéressant parce que, on a toujours l'image d'un studio de cinéma comme un endroit de création, mais c'est aussi, alors la rue Francoeur en particulier, parce qu'il y a beaucoup de services qui ne sont pas directement liés à la production des films, mais il y a toute cette vie de bureau, très hiérarchisée, avec les chefs, les sous-chefs, qui fait aussi partie de l'histoire sociale et de ce lieu. Alors, au début des années 30, le personnel des studios, quand on dit les studios Francoeur, c'est les locaux de Francoeur qui englobent l'ensemble des services. Le personnel est assez important, il s'étoffe par rapport à la fin des années 20, on est plutôt autour de 350-400 personnes qui travaillent, et l'activité de production étant étroitement liée au studio de Joinville, le personnel des studios Francoeur est amené très régulièrement à beaucoup d'échanges entre les deux pôles, avec de nombreux films qui sont tournés en partie à Joinville, en partie rue Francoeur. On va privilégier Joinville pour les décors d'extérieur, pour les grands décors avec beaucoup de figurations, parce qu'il y a quelques plateaux qui sont plus vastes, ou si on a besoin d'une grande piscine, puisqu'à Joinville, ou des scènes de transparence, tandis que des décors un peu moins importants peuvent être tournés rue Francoeur. Donc on a beaucoup de liens. Sur chaque film, il y a en général des coursiers qui sont engagés pour faire la navette entre les deux pôles, et le personnel lui-même est fréquemment invité
à venir à Joinville, où se déroulent la plupart des temps de sociabilité qui sont organisés par la direction. Donc, ça va être la fête du sport, la fête du personnel Pâté Nathan, l'arbre de Noël des enfants du personnel. Tous ces événements-là se déroulent davantage à Joinville. Et le personnel de la rue Francoeur peut également adhérer à ce qu'on appelle l'ASPN, l'Association sportive Pâté Nathan, qui est très active dans les années 30 et qui leur offre la possibilité d'avoir accès à des infrastructures sportives qui sont à Joinville, le stade ou la piscine de l'association sportive Pâté Nathan sur les bords de Marne, qui est un pôle, un lieu de sociabilité assez important, mais qui est situé à Joinville. Donc il y a des passerelles importantes entre les deux lieux. Alors durant les premières années du Parlant, si le travail ne manque pas, et que les employés sont plutôt correctement payés, les conditions de travail n'en sont pas moins difficiles, en raison notamment de l'inconfort des studios, notamment le problème de la chaleur sur les plateaux, du manque d'aération dans les ateliers, mais surtout le problème majeur de l'époque, ce sont les horaires de travail qui sont souvent des horaires harassants et qui sont fixés au bon vouloir du producteur, comme le montre cet extrait du contrat de location entre Alexander Korda et la société Pâté. Dans le contrat, est précisé par la direction des studios, vous pouvez également faire effectuer des heures supplémentaires aux électriciens et machinistes fournis par Pâté Cinéma. Vous reconnaissez avoir été avisé par nous que le travail au studio doit être terminé à 10h du soir, mais il est convenu, d'accord avec les parties, que si vous obtenez de la préfecture de police l'autorisation de tourner après 7h, la société Pâté Cinéma s'oblige à vous laisser la disposition du studio passé 7h. Donc si vous voulez faire travailler les équipes jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin, voilà, c'est libre à vous. Donc à partir de 1934, la crise générale qui touche l'industrie du cinéma et la société Pâté en particulier commence à se faire sentir sur le personnel du studio. On observe une multiplication des mises à pied ponctuelles. Dès que l'activité faiblit, on va licencier ponctuellement le personnel, des réductions d'équipes, des baisses de salaire. Et la pression va donc s'accroître sur le personnel. Cette dégradation des conditions de travail va conduire à partir de 1934-35 à un fort mouvement de syndicalisation des ouvriers et des techniciens de la production, mouvement dans lequel le personnel de la rue Francoeur va jouer un rôle moteur. Alors je ne vais pas revenir en détail sur cette question de la syndic et du développement des syndicats dans l'industrie du film à cette période-là, qui est un sujet assez intéressant, mais qui demanderait de longs développements. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les équipes de la rue Francoeur sont parmi les plus actives dans le domaine. Donc c'est le studio en France où on a le plus fort taux de syndiqués au milieu des années 30. C'est également le studio dans lequel une première grève éclate à l'été 1935, qui est une grève de solidarité vis-à-vis des salariés du circuit de salle. C'est-à-dire que la direction annonce des baisses de salaire pour les employés qui travaillent dans les salles de Pâté. Et donc, les techniciens et les ouvriers du studio vont se mettre en grève pour soutenir leurs collègues contre ces baisses de salaire, et ils vont obtenir satisfaction. Le point d'orgue de ce mouvement de mobilisation, c'est évidemment la grande grève d'occupation de juin 1936. Je vous ai mis ici une image publiée dans la presse sur les personnels de la rue Francoeur en grève. Donc pendant 2 semaines, les studios de la rue Francoeur vont être occupés par le personnel et des négociations vont se dérouler avec la direction et au bout de 2 semaines, les premières conventions collectives du cinéma vont être signées. Donc pendant 2 semaines, le personnel occupe les locaux, dort sur place, dans les loges, sur les plateaux, ils dorment dans des hamacs qui sont fabriqués avec de la toile à décor.
sont organisées, alors des réunions syndicales sont organisées sur le Grand Plateau, et puis on a toute une série de divertissements qui sont mis en place pour occuper les grévistes. Donc sur la terrasse, il y a des jeux de ballons qui sont organisés. Sur le petit plateau, il y a une scène de théâtre qui est montée, où des gens, des chanteurs, des musiciens viennent dans le studio pour divertir les grévistes. Donc on a des chants, des danses, etc. qui sont organisés. Et le ravitaillement des grévistes est organisé par les familles des grévistes, mais aussi par les commerçants de Montmartre qui contribuent à la caisse de solidarité des grévistes de la rue Francoeur. Et les plus jeunes des équipes sont envoyés faire la quête dans les rues environnantes pour alimenter la caisse des grévistes pour tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils réussissent à obtenir la signature de cette convention collective. Alors, cette grève de juin 1936 a été de loin la plus importante et la plus marquante pour le personnel chez Pathé, comme dans les autres studios, parce qu'elle a quand même duré 2 semaines et que c'était la première fois qu'une grève d'occupation se déroulait dans l'industrie du cinéma. Mais les mobilisations vont se poursuivre dans la deuxième moitié des années 30 en raison de la dégradation des conditions de travail et des nombreuses fermetures de studios, licenciements de personnel, baisse de salaire, et notamment en ce qui concerne la rue Francoeur. À l'automne 1937, une grève est déclarée à l'annonce d'une fermeture totale des studios de Joinville et de Francoeur pendant plus d'1 mois et demi. Alors, avec l'entrée en guerre de la France le 2 septembre 1939, le fonctionnement du studio et des équipes va être évidemment profondément bouleversé. Donc, au moment de la mobilisation générale, fin août 1939, les ouvriers et les techniciens du film rejoignent donc leurs unités militaires et les studios se vident progressivement de leur personnel. Les tournages sont interrompus, les équipes sont dispersées et les gens qui travaillaient rue Francoeur sont sommés d'essayer de trouver du travail ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité. Alors, à ce moment-là, le service du personnel de la rue Francoeur se replie dans la Vienne, dans un château, le château de Remeneuil, et invite le personnel des studios qui a été licencié, tout le monde a été licencié, à faire connaître leur disponibilité si jamais la production reprenait. Et donc, dans les archives de la Fondation Pathé, on a des courriers comme ça de techniciens, d'ouvriers de la rue Francoeur ou de Joinville qui font connaître leur disponibilité et le fait qu'ils sont prêts à reprendre n'importe quel emploi dans le studio pourvu que Pathé leur offre une situation. Je vous en lis un extrait d'une lettre parce qu'elles sont en général assez poignantes. Donc là, il s'agit de Madame Étard, qui était employée au bureau d'Eugène Carré. Eugène Carré était le chef de service décoration ici, rue Francoeur. Et elle écrit « Monsieur le directeur, conformément aux instructions reçues par la maison Pathé, je me mets à votre disposition pour un emploi dans vos bureaux. Mon mari travaille à l'usine de Joinville depuis 18 ans. Je suis pupille de la Nation et j'ai une petite fille de 9 ans. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur, mes respectueuses salutations. » Donc, à ce moment-là, au début de la guerre, il y a un arrêt total de l'activité, les studios se vident et on va recommencer en mars 1940 à tourner quelques raccords sur le Grand Plateau pour un film qui avait été interrompu en 1939, Le Duel, réalisé par Pierre Freinet. Et en mai 1940, quelques semaines avant la débâcle, le studio s'anime de nouveau avec la mise en chantier d'un nouveau film de long métrage, Parade en cette nuit de Marc Allégret. Mais déjà, on est en mai 1940, l'avancée très rapide des troupes allemandes annonce la défaite et dans les comptes rendus du comité de direction de la société Pathé, on apprend que la société a déjà prévu de rapatrier les services des studios de production pour pouvoir terminer le film à Royan, sur la côte atlantique, et dans les petits studios d'Émile Cousinet, qui sont des studios très modestes, très mal équipés.
mais pour, si les Allemands arrivent à Paris, avoir une solution de repli pour finir le film en cours. Finalement, la défaite du 10 juin ne laisse même pas le temps aux équipes de se replier, ni de terminer le film, qui est à nouveau interrompu, ainsi que les 2 autres films qui étaient en préparation à ce moment-là. Alors, avec l'arrivée des troupes allemandes dans Paris, la production s'interrompt à nouveau, et le studio Franqueur, comme tous les autres studios, est à nouveau donc fermé, jusqu'en mois de mars 1941, donc presque un an de fermeture totale. À ce moment-là, en mars 1941, les autorités allemandes donnent l'autorisation de la reprise des tournages. Donc le film Parade en cette nuit est terminé à ce moment-là rue Franqueur. Et c'est en juin 1940 que l'activité va véritablement reprendre avec un film qui s'appelle Romance de Paris. Et les studios Franqueur sont les premiers, avec les studios de Saint-Maurice, à réouvrir leurs portes en 1941, donc sous l'occupation. Et le tournage, c'est un événement. Et donc Raoul Ploquin, qui est à l'époque le directeur du COIC, le comité d'organisation de l'industrie du cinéma, va venir lui-même donner le clap de la première scène d'un tournage dans Paris occupé, dans un studio français, d'un film français. Donc une vingtaine de films vont être tournés rue Franqueur entre l'été 1941 et la Libération, ce qui en fait un des studios les plus actifs pendant la période de l'occupation. Le studio est actif, mais évidemment marqué néanmoins par les difficultés importantes de la période. Alors la société Pathé va tenter de venir en aide aux techniciens des studios en mettant en place différents services pour faciliter leur vie quotidienne sous l'occupation. Alors une caisse de solidarité va d'abord être mise en place pour venir en aide aux membres du personnel qui ont des parents, des proches prisonniers en Allemagne. Une cantine à prix réduit est ouverte à l'intérieur du studio en février 1942. L'association sportive reprend du service et au cœur de l'hiver 1942, la direction de Pathé envisage, on trouve l'information dans les rapports, les comptes rendus de comité de direction, envisage de mettre à disposition du personnel des studios un petit lopin de terre, alors c'est pas précisé où, pour que le personnel puisse faire du maraîchage, cultiver des légumes pour pouvoir se nourrir. Donc, malgré ces difficultés, quelques améliorations techniques continuent d'être apportées au studio. On installe en 1943 des nouvelles salles de mixage ainsi qu'une nouvelle salle de projection. Malgré toutes ces difficultés, les difficultés sont très nombreuses. Les périodes de fermeture du studio se multiplient, soit par manque d'activité, souvent davantage par manque d'électricité, parce qu'on a des restrictions sur la distribution de courant. Du coup, les tournages ont lieu souvent sur des horaires choisis par le ministère de la Production, qui va attribuer des heures de tournage au studio. Donc, on tourne beaucoup de nuit en fonction de l'électricité disponible. Et les studios sont également fermés régulièrement par arrêté des autorités allemandes, notamment chaque année, à la période de Noël, les studios sont forcés de fermer leurs portes pendant 3 semaines, à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier. La difficulté majeure pendant cette période, au-delà de toutes ces difficultés matérielles, est liée au manque de personnel. La baisse d'activité, l'arrêt même de l'activité de la production française en 1940 a, dans un premier temps, incité beaucoup de techniciens à quitter le cinéma pour trouver un autre métier, trouver de quoi gagner leur vie. De nombreux techniciens et ouvriers sont toujours prisonniers en Allemagne. Et à partir de l'été 1942 est mise en place la politique de la relève, c'est-à-dire qui va devenir après le STO, le service du travail obligatoire. Mais au départ, c'est pour 3 ouvriers 3 ouvriers français qui partent travailler en Allemagne, on libère un prisonnier français, un prisonnier de guerre français.
La relève ne va pas vraiment marcher. Donc il y a des annonces qui sont passées dans la presse pour essayer de recruter des techniciens, des ouvriers de studio pour aller travailler dans les studios allemands. Peu sont tentés par l'aventure. Et donc se met en place le STO, et les autorités allemandes vont demander aux directions, aux chefs d'entreprise de faire des listes de personnel qui sont susceptibles de pouvoir partir en Allemagne, c'est-à-dire qui ont l'âge requis. Et donc, à travers les comptes rendus des comités de rédaction de Pathé, on se rend compte qu'il y a régulièrement des départs de 10, 15, 20 personnes, départs forcés vers l'Allemagne. Donc, les studios se vident aussi de leur personnel technique. Alors, vient s'ajouter à cette situation très tendue. En avril 1944, il y a eu un bombardement très important aux portes de la Chapelle. Et comme une bonne partie des employés du studio habitent dans la zone, dans les environs du studio, beaucoup se retrouvent sans abri. Et donc, la direction de Pathé décide de les accueillir. Donc, les studios vont être au printemps 1944, vont être transformés en refuge, en abri de fortune. Donc les employés dorment sur place, certains d'entre eux, pas tous, ceux qui n'ont pas de solution de repli, vont dormir dans les loges, dans les ateliers, sur les plateaux, alors que l'activité continue et que les tournages sont toujours en cours. Donc en dépit de toutes ces difficultés, le cinéma conserve ses droits quand même pendant cette période, et les tournages continuent avec des décors parfois assez impressionnants, les plus emblématiques étant sans doute un des plus emblématiques étant celui du théâtre des Funambules et du Grand Théâtre sur rue Francoeur pour le film Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, sur lequel un grand décor sur lequel une cinquantaine d'ouvriers vont travailler pendant 3 semaines. Et ce décor à peine démonté, c'est la troupe de Jacques Becker qui s'installe dans le studio pour y tourner Falbala. Donc, en dépit de toutes ces difficultés, le studio fonctionne toujours. Alors, en guise de conclusion, je voudrais quand même évoquer brièvement l'après-guerre. Donc, après une année 44 quand même très chaotique, un seul film est tourné en 44 rue Francoeur, c'est Falbala de Jacques Becker, et il est tourné en 3 fois, c'est-à-dire que le tournage est interrompu 3 fois par le débarquement, puis après des restrictions d'électricité. Donc le studio va être fermé complètement entre juillet et novembre. Puis les tournages vont reprendre progressivement en 1945, mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu'avant-guerre, et même que pendant la période de l'occupation. Souvent, les studios vont être utilisés dans les années d'après-guerre pour des tournages de quelques scènes sur des films qui sont tournés dans d'autres studios. Donc, par exemple, Les Portes de la Nuit sont tournées majoritairement à Joinville, mais certaines scènes sont tournées ici, rue Francoeur. En décembre 1946, René Clair annonce qu'il va tourner Le Silence est d'or en partie dans les studios de la rue Francoeur, ce qui permet à Pathé de vanter les mérites de ces installations et d'indiquer dans la cinématographie française, le 28 décembre 1946, le studio Francoeur a le meilleur, le plus moderne équipement sonore de Paris, et René Clair vient y tourner Le Silence est d'or. En réalité, Le Silence est d'or est tourné pratiquement intégralement à Joinville, on sent la volonté d'essayer de faire redémarrer le studio qui peine à retrouver la place qu'il avait avant-guerre et même pendant la guerre dans le dispositif, dans le système des studios français. Donc ces années d'après-guerre sont des années particulièrement difficiles pour le cinéma français, marquées d'une part par des pénuries d'électricité qui se poursuivent bien après la fin de la guerre. La pellicule manque, le coût des matières premières est tel que les devis des films flambent. Et le cinéma américain, surtout, fait son retour sur les écrans français après plusieurs années d'interdiction, donc sous Vichy. Et ce cinéma américain va évidemment constituer une concurrence bien plus rude que le cinéma allemand sous l'occupation. Donc en 1947, pour essayer de faire face à ces difficultés, Pathé et Gaumont vont se rapprocher et créer la société France Studio,
France Studio, qui va être chargé d'exploiter un grand groupe de studios qui comprend les studios de la rue Francoeur, les studios de Joinville, mais aussi les studios Gaumont de Saint-Maurice, les petits studios de la place Clichy et les anciens studios Pagnol de Marseille que Gaumont a racheté pendant la guerre. L'idée, c'est de mutualiser donc les moyens techniques et de rationaliser l'exploitation des studios. En réalité, l'espoir d'une amélioration de la situation s'envole assez rapidement et France Studio va se séparer des studios de Marseille rapidement et surtout va, à la fin de l'année 1948, licencier 75% du personnel de la rue Francoeur. Alors la presse annonce ça avec une formule, une litote tout à fait, voilà. France Studio réorganise ses méthodes de travail. Derrière ce titre, en fait, c'est le licenciement pur et simple des 3/4 du personnel. Donc à la fin des années 40, ces licenciements massifs qui ont lieu pas uniquement rue Francoeur, pas uniquement dans le groupe Pathé, mais dans la plupart des studios français, marquent vraiment la fin d'une époque pour les studios et pour la rue Francoeur en particulier. Dans la mesure où désormais les studios ne bénéficient plus d'équipes fixes pour la production de films, l'ensemble du personnel, y compris le personnel ouvrier, les machinistes, les électriciens, les peintres, etc., l'ensemble des équipes est désormais à la charge du producteur qui loue les studios. Et donc, le personnel est embauché au film et non plus de manière fixe sur des longues durées. Donc entre deux tournages, les plateaux, les ateliers se vident et comme les tournages sont de moins en moins nombreux, on assiste à un roulement beaucoup plus important des équipes. Il y a beaucoup moins d'habitudes qui peuvent se créer puisque on ne fréquente le studio que le temps d'un tournage et que les tournages s'espacent. Et donc progressivement, les studios vont perdre de leur centralité dans la vie et dans la sociabilité des professionnels du cinéma pour finalement redevenir, après-guerre, de simples outils techniques au service de l'industrie du cinéma et non plus ces lieux de vie et de sociabilité qu'ils ont été pendant les 2 décennies qui ont précédé. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de regarder le film. Donc, le film qu'on va projeter maintenant est tourné donc, dans les studios ici, après que le dernier film y ait été tourné, donc au début des années 90. Et la personne, elle se présente, je crois, dans le film, mais c'est Marcel Latière, qui a donc fait toute sa carrière chez Pathé, qui était entré comme groom et qui, après-guerre, est devenu directeur de France Studio. Je vous propose qu'on regarde le film et puis qu'on échange éventuellement après. Merci. Des questions de tous ordres. Enfin, moi, j'en ai beaucoup, mais est-ce que ça... Des réactions Donc, juste quelques éléments d'information. Donc, ce film date de 1995. La FEMIS est arrivée dans les locaux en 1999. Le projet de réhabilitation a été fait par Yves Lion, architecte qui a eu l'écart d'argent. Et à ce que je sais du programme architectural, j'ai essayé d'inviter Yves Lion aujourd'hui, mais il n'était pas... je sais pas, il m'a jamais répondu. Mais en tout cas, les plateaux ont été scindés et réorganisés. Donc aujourd'hui, il y a 4 plateaux, vous allez les voir. Il y a des salles de cours qui ont été créées. Je me rends compte à la place des bureaux. En fait, c'est là où ont été faites les salles de cours. Et puis une petite bibliothèque, des salles de réunion. Mais finalement, tous les espaces administratifs qu'on voit autour du grand escalier, c'est aujourd'hui toute la partie du bâtiment qui est dédiée à l'administration de l'école, même si on n'est pas du tout dans la même tonalité sépulcrale de ces lieux qui vraiment sont complètement fantomatiques dans ce film. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions ou des questions. Je peux recommencer la discussion, après peut-être vous réagirez. Peut-être revenir sur ce rôle des studios. Tu as dit à un moment que les studios étaient de véritables lieux de vie et que ça avait évolué à un moment pour devenir simplement des lieux de support de décors de tournage, mais que dans les années 20-30, c'était des lieux de formation, des lieux de sociabilité.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas forcément quand on entend le mot studio aujourd'hui, et que quelque part, le studio était déjà une forme d'école, enfin un lieu d'apprentissage en fait. Oui, complètement. En fait, ce qui fait vraiment la différence entre les époques, c'est à partir du moment où on a du personnel fixe, c'est-à-dire des gens qui sont payés. Alors même s'ils sont payés au mois, la plupart restent toute l'année dans les studios. Et au début des années 30, même quand il n'y avait pas de tournage, le personnel continuait d'être payé et d'être sur place. C'était des temps entre les tournages où on expérimentait de nouveaux matériels, on testait des choses, des ateliers de... Parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers, y compris les ateliers de mécanique, par exemple. Donc on testait, on inventait des types de chariots, de grues. On mettait en place des dispositifs au service de la mise en scène. Alors, tout ce travail pouvait être fait pour un film précis, pour les besoins d'un réalisateur qui avait besoin de tel type de mouvement de caméra, mais aussi entre les tournages. À la période la plus prospère, les temps entre les tournages étaient des temps où on continuait de travailler d'une certaine manière, mais de manière plus expérimentale. C'était des moments où on pouvait, par exemple... qui étaient utilisés pour faire des courts-métrages, pour tester des nouvelles caméras, pour tester la couleur, où les décorateurs, justement, essayaient de voir comment travailler avec tel ou tel type de pellicule, etc. Donc il y avait déjà cette dimension-là où le travail continuait en dehors des tournages à proprement parler, parce que le personnel était... que les grandes sociétés comme Pathé, comme Gaumont, comme la société Tobis ou la société Paramount au début des années 30, gardaient les gens dans les studios de manière fixe. Et puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'école de cinéma à ce moment-là. Il y a l'école de la rue de Vaugirard. Pour les opérateurs sont les seuls à pouvoir bénéficier d'une formation théorique et initiale, mais beaucoup rentrent dans le cinéma sans avoir du tout de formation technique, et que donc l'école de cinéma, c'est l'école du studio. On apprend sur le tas, et que la plupart des gens qui commencent arrivent sans aucune formation, souvent par relation, ils connaissent quelqu'un, ils ont... une fois qu'ils réussissent à rentrer dans un studio, souvent, pour beaucoup, ils vont passer à différents postes, c'est-à-dire qu'ils vont... certains sont très déterminés. Par exemple, je pense à Henri Alcan, le chef opérateur. Lui, il voulait vraiment être chef opérateur. Il voulait faire de l'image. C'était vraiment son objectif. Mais beaucoup d'autres ils ont envie de rentrer dans le cinéma, comme on disait. Et donc, une fois qu'ils réussissaient, par contact, à obtenir un petit poste, souvent de deuxième, troisième assistant, soit d'un chef décorateur, d'un opérateur. Dans le milieu de la décoration, beaucoup avaient une petite formation quand même en dessin, et donc après, le studio est un endroit effectivement de formation où se forment des duos un petit peu maître-apprenti, si vous voulez, même si c'est pas formalisé, tout ça est très informel, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Mais il y a des habitudes qui se prennent de techniciens plus chevronnés qui vont prendre sous leur protection des plus jeunes et leur enseigner de manière même un peu théorique, mais pendant les tournages, les petites ficelles du métier, les habitudes, et essayer de pousser les plus jeunes. Donc, les débuts de carrière sont souvent, à ce moment-là, faits d'alternance entre des postes de troisième assistant sur des grands films, et puis après, on réussit à devenir premier assistant sur un tout petit film, et puis voilà. Et c'est vrai que... Le studio est un endroit de formation et de sociabilité important, dans la mesure où c'est aussi l'endroit où on croise tous les gens du milieu du cinéma, y compris ceux qui ne travaillent pas directement pour la société qui exploite le studio, donc les producteurs, les producteurs indépendants qui louent le studio, les réalisateurs, les acteurs qui viennent tourner dans les lieux, et que donc c'est souvent au studio où... Alors, rue Franqueur, il n'y avait pas de cantine dans le studio.
À Joinville, il y avait un restaurant pour le personnel, qui était un bar-restaurant, qui était un endroit très important parce que c'était là effectivement qu'on pouvait essayer de croiser quand on venait de terminer un film en tant que technicien et qu'on cherchait le film suivant. Le bar, on allait traîner un peu au bar du studio pour espérer se renseigner sur les projets d'un tel, les futurs tournages qui allaient avoir lieu, etc. Savoir est-ce que quelqu'un cherche un assistant, rue Francoeur, il n'y avait pas de bar dans les studios, mais du coup, la sociabilité, elle déborde le cadre des murs de l'enceinte même des studios, et que ce soit rue Francoeur ou à Joinville, il y avait des lieux de sociabilité à l'extérieur. Alors ici, j'ai découvert assez récemment un endroit, j'ai découvert ça à travers les comptes de production des films, où je me suis rendu compte que les soirs, par exemple, ça c'est pendant l'occupation, quand il y avait un grand décor de tournée, que c'était particulièrement difficile, qu'il y avait eu une grosse journée de travail, la production offrait l'apéritif aux machinistes, aux électriciens qui avaient équipé le décor. Et ça se passait en général, rue Jules Jouy, la petite rue qui donne là, qui est perpendiculaire à la rue Cyrano de Bergerac, il y avait un petit bar-restaurant. Et ce bar-restaurant, le bar s'appelait le Bar des Étoiles, et le restaurant s'appelait Au Coin du Studio. Et c'était un lieu où les gens avaient leurs habitudes. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension, un ancrage très, très local en fait de la production. Mais je trouve que c'est ce qui est fascinant dans tout ce que tu nous as montré, c'est le côté hyper local de ce lieu et comment on peut tracer pratiquement une histoire du cinéma à partir juste de l'histoire de ce bâtiment en fait. Oui. Et alors, ce qui est vrai, là j'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est vrai qu'en plus si on s'intéresse, on essaye de voir. Moi je collecte à chaque fois dans les archives quand j'ai les adresses des gens qui travaillent dans un studio pour essayer donc j'ai fait des cartes de cartographie de localisation des travailleurs, et c'est vrai qu'il y a un recrutement très, très local. Marcel Latière, là, dans le film, le dit, il habitait aux 2 rue Francoeur, il vient en voisin, il était à l'école, il avait un copain qui avait été groom, lui cherchait du boulot pour l'été, ça faisait partie de la vie du quartier d'une certaine manière. Et il y avait des passerelles, c'est-à-dire que donc un des grands films Pathé Nathan de début des années 30, c'est les Misérables réalisés par Raymond Bernard. Et j'ai découvert récemment que le jeune acteur qui joue Gavroche, qui est excellent dans le film, était lui-même un enfant de la Butte, qui habitait rue du Mont-Cenis et qui était groom chez Pathé. Et quand Pathé a cherché, ils appelaient ça un concours à l'époque, c'est un casting en réalité pour recruter. En interne, il y avait aussi des possibilités, c'est-à-dire que Émile Genevoix, qui avait 13-14 ans à l'époque, a demandé est-ce que moi je peux aussi. Oui, bien sûr, vas-y, tu peux tenter. Et donc, il est devenu acteur et il est resté acteur par la suite. Donc, est-ce que vous avez des questions? Mathieu, puis Maël. Oui, je crois que vous avez dit tout à l'heure que le niveau de syndicalisation était très important dans les studios Francoeur. Oui. Et donc, en même temps, quand on voyait les images de Joinville avec les bassins, donc on imagine une atmosphère un peu de... comment on appelle, de capitalisme patriarcal. Oui. Et puis là, vous mentionnez le fait qu'il y avait quand même un rapport de maître à apprenti, donc quelque chose de l'ordre du corporatisme. Donc je me demandais en fait de quoi on parle, quel type de prolétariat, quel type de travailleurs syndiqués il s'agit dans les années 30. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le syndicalisme va prendre le relais, justement, du paternalisme c'est-à-dire que du début de 1930 jusqu'à 1934, on est dans une logique, effectivement, très d'organisation très paternaliste chez Pathé en particulier, avec toutes ces temps de sociabilité où Bernard Nathan, le grand patron, est là avec sa famille, les petites filles de Bernard Nathan qui viennent offrir le bouquet de fleurs à la reine Pathé Nathan, il y a l'élection, il y a tout un... et quand, donc avec la faillite de Pathé en 1935, tout ce système s'écroule. Et en fait, la naissance des syndicats, elle est contemporaine de cet écroulement de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que, étonnamment, dans la production cinématographique,
Avant 1934, il n'y a pratiquement pas il y a pas de syndicats. Et alors, les tout premiers syndicats qui sont créés, ce sont des syndicats de techniciens. Alors, parce qu'à cette époque, on distingue 3 grandes catégories de travailleurs dans les studios. Il y a les employés, les techniciens et les ouvriers. Donc les employés, ce sont ceux qui ont des métiers qui ne sont pas directement liés à l'actualité des tournages, mais qui sont alors tous les métiers administratifs, de direction, le secrétariat, la comptabilité, etc. Et eux, en général, ils sont employés, ils ont des contrats annuels. Vous avez ensuite les techniciens qui, eux, sont beaucoup plus rarement employés à l'année, qui sont déjà, au début des années 30, pour beaucoup, fonctionnent en freelance, si vous voulez. Ils vont être embauchés pour les besoins d'un film en particulier. Mais parmi les techniciens, vous avez aussi des techniciens qui sont embauchés sur le long terme. C'est le cas notamment des chefs décorateurs, des ingénieurs du son, qui sont, eux, en général, attachés à un studio. Et dans les services de décoration, vous avez ensuite tout ce qu'on considère qui rentre dans la catégorie ouvrière. Ce sont alors, les menuisiers, les staffeurs, les machinistes, les électriciens, tout le personnel qui s'occupe du montage des décors, mais qui ne va pas être dans un rôle créatif dans la conception des décors. Donc on a des catégories comme ça assez précises. Et au niveau des syndicats, c'est pareil. C'est-à-dire que les premiers syndicats sont des syndicats de techniciens et qui se forment pas tellement sur une base corporative, mais sur les premiers syndicats, ils se créent au moment où, à partir de 1933, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, on a une vague de techniciens juifs qui sont chassés de Berlin, des studios allemands, qui arrivent dans les studios français. Beaucoup sont très, très doués, très chevronnés, donc sont très demandés par les réalisateurs et par les producteurs, à un moment même où les grandes entreprises, Pathé, Gaumont, Tobis, etc., déclinent, voire font faillite, et où donc le chômage s'accroît. Donc il y a une pression alors qu'entre 30 et 33, on a une relative facilité d'emploi. À partir de 33, la situation se dégrade et les syndicats de techniciens vont se mettre en place au départ sur une base de préférence nationale. En gros, c'est la lutte contre les techniciens étrangers, juifs étrangers, qui débarquent dans les studios français. Et le contre-pied va être pris par un syndicat affilié à la CGT, le syndicat général du cinéma. Au départ, il s'appelle. Après, il devient le syndicat général des travailleurs de l'industrie du film, donc avec une connotation beaucoup plus justement prolétaire, revendiquée, qui va être un syndicat qui au départ est ouvert à tout le monde, techniciens et ouvriers, mais qui de facto va être beaucoup plus, vont adhérer à ce syndicat, beaucoup plus d'ouvriers, et de dire, voilà, là on est sur une lutte qui n'est pas du tout une lutte sur la préférence nationale, on n'exclut pas les travailleurs étrangers, mais nous, on veut se battre pour une amélioration des conditions de travail, heures de travail, salaire, etc. Donc il y a, mais c'est pas vraiment, c'est-à-dire que voilà, le paternalisme va s'écrouler au moment où ces syndicats vont prendre la relève. Oui, j'avais une question de départ et puis j'ai une nouvelle petite question par rapport à ce que vous venez de dire. La question de départ, c'est que vous décriviez la situation où, dans ce lieu, entre les productions, quand les gens étaient permanents, mais les productions intermittentes, maintenant c'est peut-être l'inverse, mais il y avait des moments d'expérimentation artistique et qui vous avez parlé aussi de ce lieu maintenant comme un moment de transmission et d'expérimentation artistique, et ça m'intéressait de peut-être avoir un éclairage sur comment ça s'articule, la formation et l'expérimentation artistique, enfin comment ça cohabite, et qu'est-ce que ça a fait à la profession et voilà, à l'art du cinéma que une partie de l'expérimentation artistique soit détachée de la production de films commercial et aille vers du côté des écoles, quoi. Alors, donc, par rapport à le rapport entre
la formation et l'expérimentation, c'est un peu difficile de le dire parce qu'on n'a pas beaucoup, d'éléments sur... Comme tout ça se fait de manière très informelle et totalement orale, la formation dans les studios, c'est vraiment de la transmission de savoir-faire sur le tas. Donc tout ça n'est pas formalisé. De ce que j'ai pu voir, l'expérimentation, elle est plutôt du fait de techniciens chevronnés qui vont être sollicités par des fabricants de matériel, par exemple, pour essayer de tester des nouvelles caméras ou des nouveaux dispositifs. J'ai pas la sensation que dans ces années-là, la question de l'apprentissage et de l'expérimentation soit vraiment liée. Après, il y a quand même des possibilités qui sont offertes en interne de faire dans les interstices du calendrier. Si vous voulez, le calendrier d'un studio à cette époque-là, il est fait de grands films, de grandes productions, de longs métrages qui vont occuper beaucoup de personnes, plusieurs plateaux, les ateliers, etc. à temps plein. Et puis dans les temps creux, en général, on va utiliser ces temps entre deux grosses productions, on va essayer de remplir avec des courts-métrages, du film publicitaire, et c'est vrai que très souvent, on va offrir la possibilité à des gens qui sont déjà un peu dans le milieu, mais surtout des gens qui veulent faire leur premier film alors qu'ils n'étaient que assistants, ou ils étaient même pas forcément, ils étaient monteurs ou autres. Et on va leur donner la possibilité de le faire, souvent en réutilisant des décors, avant le démontage des décors d'une grande production, par exemple, de réutiliser les décors existants, une partie des décors. Alors, il y a le film qui est maintenant assez connu de Pierre Prévert, L'affaire est dans le sac, qui a été tourné comme ça, vraiment un film assez potache, tourné dans l'été entre deux films, dans les décors d'un film préexistant. Là, je suis tombée là très récemment sur Gaston Modo, donc acteur, qui jouait dans la merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, donc tourné en partie ici par Marco de Gastine. Il y a je suis tombée sur 2 articles où on explique que en attendant, alors le tournage est en cours, mais il n'a pas grand-chose à faire. Alors il fait des tests, il fait un petit film expérimental sur un travelling dans les couloirs, ici, même pas sur un plateau. Donc il y a effectivement, l'avantage, c'est que le matériel est à disposition et que si vous êtes déjà, évidemment, les studios ne vont pas ouvrir leurs portes à des inconnus complets pour leur dire si vous voulez venir tester. Mais les gens qui sont dans le studio, qui sont embauchés sur un film ou sur un autre, peuvent, toujours pareil, par relation, parce que on leur accorde, il y a une forme de confiance qui naît, peuvent bénéficier des infrastructures pour tester les choses et pour faire souvent des courts-métrages ou des films publicitaires même. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'était aussi maintenant comment ça se passe, comment s'est passée la transition. Ça, je ne saurais pas vous dire comment s'est passée la transition. Je n'ai pas juste peut-être pour poursuivre là-dessus, je ne sais pas ce que tu en sais, mais puisque l'histoire s'arrêtait vers 1947 et que après il y a évidemment l'arrivée du cinéma direct, le fait que les studios soient complètement qu'il y ait toute cette critique du cinéma de studio. Quel a été le devenir de ce lieu entre les années 50 et les années 90, en fait? Qu'est-ce qui a été... Là, j'ai pas le même niveau d'information parce qu'effectivement, j'ai pas fait ce travail de dépouillement des archives très exhaustif, mais il continue d'être un lieu de tournage, mais de manière plus intermittente, mais c'est un peu la destinée de tous les studios français de cette période-là, avec des fermetures qui sont d'autant plus faciles, entre guillemets, qu'il n'y a plus de personnel. Il n'y a plus de personnel fixe. Enfin, disons que le personnel fixe, en général, est très, très réduit, juste pour l'entretien des bâtiments et faire en sorte que le lieu et que le matériel ne se dégradent pas. Mais du coup... ce sont des lieux qui vont ouvrir, fermer en permanence. Alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que au début des années 50, alors
En 1936, les grèves dont j'ai parlé, et je n'ai pas détaillé, mais ce sont des grèves vraiment ouvrières. C'est-à-dire que les acteurs, les réalisateurs, les collaborateurs de création ne sont pas en grève, ne font pas partie du mouvement, ils n'occupent pas les studios. C'est vraiment le personnel, les employés, le personnel ouvrier, donc les équipes vraiment fixes. Et globalement, le reste de la profession cinématographique, il y a une relative indifférence par rapport à ce mouvement. Ça va beaucoup changer après-guerre. Avec tous les mouvements de mobilisation contre les accords Bloom-Burns, contre la concurrence du cinéma américain, etc., l'ensemble des catégories professionnelles du cinéma, acteurs compris, vont se mobiliser beaucoup plus. Et à la fin de l'année 51, il y a une menace réelle de fermeture définitive des studios Francoeur et Joinville. Et là, on assiste à une mobilisation très très forte de la profession, et pour le coup, alors pas uniquement des ouvriers, en plus il y a plus à ce moment-là, il y a encore des équipes, mais elles sont vraiment très très réduites, mais toute la profession va se mobiliser en disant on ne peut pas fermer ces lieux-là parce que c'est le cœur c'est notre lieu à nous en fait, c'est notre espace, au-delà de la question de l'outil technique dont on a besoin des studios. Il y a la notion que symboliquement, c'est notre lieu à nous en tant que on fait partie d'une profession qui est très éclatée, qui n'a pas de les points communs ce qui est assez intéressant dans les studios, c'est que c'est vraiment une micro-société dans laquelle vont se croiser toutes les catégories socio-professionnelles du cinéma, avec des gens qui ont qui viennent de milieux très différents, qui ont des niveaux de revenus très différents, qui ont un rapport au cinéma très très différent. Le studio, à cette époque-là, c'est un lieu commun de partage autour du cinéma. Et quand les studios menacent de fermer, à ce moment-là, ça crée véritablement une mobilisation très, 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 très forte. Donc, ils vont rester ouverts, entre guillemets, c'est-à-dire avoir la certitude, ils ne vont pas être démolis. Mais dans les années 50, 60, il y a des moments d'éclat avec des grands films, et puis ça retombe dans une forme de léthargie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Réactions, remarques ? Oui, non, c'était peut-être juste pour rebondir sur la question que vous posiez. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux expérimentations dont on parle ici, et que celle à laquelle vous faisiez allusion, c'était aussi une expérimentation vraiment technique, c'est-à-dire de fabrication des outils. Et ça, pour le coup, elle existe pas que dans les écoles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a aussi les fabricants d'outils techniques qui continuent de travailler à la fois, au développement de caméras, au développement d'outils divers et variés. Et donc là, il y a une espèce de... je parle sous le contrôle de tous les autres gens qui sont dans la pièce, mais il y a c'est mes lunettes qui partent voilà. Il y a une espèce de collaboration en fait entre des espaces qui sont aussi des espaces d'enseignement, puis des espaces qui sont purement des espaces industriels. Et je pense que c'est aussi à ça que vous faisiez, parce qu'après l'expérimentation formelle, elle est propre à chaque film, et là elle existe encore aujourd'hui à l'échelle de chaque film, au-delà de la question du lieu, je crois. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là des évolutions, d'expérimentation technique, même entre le début des années 30 et les années 50, on assiste déjà à une forme d'externalisation. C'est-à-dire qu'au début des années 30, on a en interne vraiment tous les services nécessaires, donc mécanique. Il y a aussi des stocks d'éléments de décor, de costumes, accessoires, etc. Et progressivement, quand les grandes sociétés qui exploitent les studios font faillite, et où les studios passent pour certains de propriétaires en propriétaires, et où les ressources sont beaucoup moins importantes, les services annexes vont fermer les uns après les autres et vont se développer. Alors c'est intéressant aussi parce que souvent il y a quand même une dimension locale aussi, c'est-à-dire que quand on prend par exemple à la Fondation Pathé, vous avez les archives des bordereaux de production des films, et vous avez pour chaque type de dépenses, vous avez toutes les factures de tous les fournisseurs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au film.
Et on se rend compte au fil du temps qu'on fait de plus en plus appel à des fournisseurs extérieurs, y compris pour le matériel de prise de vue, pour l'éclairage. C'est-à-dire qu'en 1930, chez Pathé, on a tout l'éclairage qu'il faut. On ne va pas louer des projecteurs à un fabricant de projecteurs extérieur. Dans les années 40, 50, oui. Parce que qui dit baisse de moyens dit aussi... si vous voulez, le personnel était aussi beaucoup employé pour entretenir le matériel. C'est-à-dire qu'entre les tournages, on changeait les lampes, on graissait les grues, on réparait, on bricolait beaucoup entre les tournages pour entretenir le stock et que le matériel soit toujours au top, quoi. Et quand on n'a plus ce personnel pour le faire, le matériel se dégrade. La guerre est passée là-dessus et bon, les studios ont été réquisitionnés par l'armée, etc. Donc ils ont beaucoup pâti. Enfin, le niveau d'équipement technique des studios a beaucoup souffert de la période de la guerre. Et après-guerre, l'argent n'a pas été insufflé pour vraiment remettre ça à niveau. Donc les prestataires extérieurs se sont beaucoup développés et avec des habitudes qui se créent de travailler avec certains en particulier. Parce que, en fait, sur cette question de l'organisation spatiale, je trouve ça passionnant ce que vous nous avez raconté, mais ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est plus le studio en tant qu'entité juridique et un seul lieu, mais en même temps, on voit bien que, par exemple, la Plaine Saint-Denis, c'est exactement, en fait, une espèce de studio fragmenté d'une certaine manière, puisque tous les loueurs, que ce soit les loueurs de matériel, de caméras, de choses comme ça, ils sont aussi rassemblés physiquement au même endroit, quoi. C'est-à-dire que, et c'était le fantasme de Luc Besson aussi, c'était de dire d'arriver à faire avec le studio, quand il a créé Lumière, d'avoir l'école de cinéma, les studios, et puis d'agglomérer des loueurs, mais qui soient de l'autre côté de la rue. Oui, donc finalement, c'est plus du tout effectivement, c'est plus l'ensemble du studio au sens où ce serait une entité juridique unique, mais d'une certaine manière, c'est comme refabriquer une espèce de mini-ville géographique dans laquelle il y a tous les éléments constitutifs du studio, même s'ils sont chacun isolés juridiquement. Oui, complètement. C'est une réalité. Et en plus, c'est drôle parce que c'est vraiment un fantasme qui court depuis les débuts du cinéma. Enfin, moi, j'ai multiplié les documents. Enfin, j'ai rassemblé beaucoup de documentation sur tous les projets de cités du cinéma qui n'ont jamais vu le jour en France, beaucoup dans le Midi, certaines à Biarritz, et à chaque fois l'idée, mais même si vous voulez en Italie par exemple, les studios de Cinecittà qui sont énormes n'ont été réalisés, mais ce n'est qu'une toute petite partie du projet initial qui était de créer vraiment une ville du cinéma avec des logements pour le personnel, des écoles, qui ne seraient pas... Bon, là, en l'occurrence, dans l'Italie fasciste, c'était sous la tutelle de l'État, mais il y a... et après-guerre, en France, on a ce projet, puisque les studios commencent à péricliter, que c'est compliqué, que le matériel fait défaut, est abîmé, il y a un énorme projet de construire... Ce que vous dites, c'est-à-dire différents, pas une seule entité juridique, différents, alors Pathé, Gaumont et d'autres prestataires s'unissent pour essayer, avec le soutien de l'État, de monter un grand projet de studio et beaucoup plus large, de cinéma et de télévision à Mougins, donc à côté de Nice, et dans le projet qui va assez loin, il y a effectivement des prestataires de services techniques, électriques, matériels, etc., qui rentrent dans le projet. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a, je pense, malgré tout, à chaque fois qu'on se lance dans un projet de film, comme n'importe quel projet collectif, on va faire appel à des gens qu'on connaît, et donc il va y avoir des habitudes qui se créent, et au bout d'un moment, ça crée un microcosme où quelqu'un qui loue du matériel, il a tout intérêt à se mettre là, parce que le bouche à oreille va faire qu'il va plus facilement rencontrer, même s'il n'y a plus de bar des studios, et il y a quand même le fait de se localiser à un endroit en particulier peut aider à créer ces réseaux-là, même aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Oui, d'ailleurs, c'est justement exactement les projets que développe le ministère de la Culture et le CNC aujourd'hui. Ça a été présenté. Ils veulent rattacher des écoles avec des studios. C'est ce qu'ils développent à Montpellier. C'est ce qu'ils prévoient en région, de délocaliser en fait les écoles
Oui, puis là, j'ai vu qu'ils avaient sauvé la Victorine et que voilà, il y a des passerelles avec Louis Lumière entre les étudiants et les studios de la Victorine pour essayer de relancer ce... mais non, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, il y a quand même par rapport à l'actualité pendant très longtemps, les studios n'étaient plus du tout en odeur de sainteté, mais c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation forte pour sauver Brie-sur-Marne, puis pour sauver la Victorine, alors que à un moment, on avait vraiment l'impression que il n'y avait pas d'avenir dans ces hangars, mais... Et juste pour répondre sur la question de l'expérimentation, je suis de la FEMIS, donc effectivement, on a des partenaires techniques avec qui les étudiants, particulièrement en images ou en son, ont accès à du matériel en primeur, on va dire, pour justement expérimenter. Ça fait partie de leur apprentissage. Et aussi pour les prestataires techniques, c'est aussi une chance pour eux d'avoir des échanges concrètement qui ne sont pas encore des projets professionnels où ils devraient être à 100% sûrs de tout. Là, ils peuvent encore travailler avec justement l'expérimentation des étudiants. Donc c'est gagnant-gagnant, comme on dit. Non, je voulais vous demander si j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que dans les années 30, il y avait en France un peu ce qu'en tout cas le cinéma hollywoodien raconte du studio, c'est-à-dire le fait que quand on arrive, parce que vous avez évoqué un enseignement sur le tas, mais en tout cas toute la représentation du cinéma hollywoodien classique, de l'arrivée d'un jeune acteur ou d'une jeune actrice dans un studio, par exemple, il est pris en charge, on lui apprend, en fait il rentre à l'équivalent d'un conservatoire, quoi. Il est signé pour 7 ans, donc on lui apprend à parler, etc. Encore récemment, dans la série Hollywood sur Netflix, il y a cette mise en scène de la fabrication du professionnel hollywoodien. J'ai envie de dire, je voulais savoir s'il y avait ça s'il y avait des équivalents en France dans les années 30. Et puis la deuxième question, c'était sur cette question du revival du studio. Est-ce que, d'après vous, c'est peut-être lié... c'est une question que je pose. Parce qu'en fait, pour que ce soit rentable, un décor en studio, il faut aussi qu'il soit utilisé pendant longtemps. Et j'ai l'impression que ces dernières années, c'est aussi la série, dans certains cas, qui a permis de rentabiliser à nouveau ce dispositif qui est lourd et cher. Et qui fait qu'à un moment donné, c'est intéressant de construire un décor parce qu'on va tourner 8 mois dedans. Alors que si on tourne que 3 jours, évidemment, ça fait cher le mur. Et je me demande si ça joue pas aussi peut-être dans le réinvestissement de ces équipements, puisque sur des séries de longue haleine, sur plusieurs saisons, tout à coup, l'idée même du studio avec tout autour devient rentable parce qu'il est utilisé d'une autre manière. Oui, sur ce dernier point, je ne suis pas particulièrement... je ne me suis pas particulièrement penchée sur la question, mais effectivement, c'est vrai que j'ai entendu parler de plusieurs cas comme ça, notamment à Brie, de séries qui permettent justement de rentabiliser, de se dire, si à l'inverse, à Épinay, parce qu'il reste encore les anciens studios Tobis, rue du Mont à Épinay existent toujours, mais ils survivent vraiment avec difficulté parce que la plupart du temps, ils sont presque vides tout le temps et ce sont des tournages qui arrivent mais qui sont très sous-dimensionnés. Enfin, les besoins du tournage sont très inférieurs aux dispositifs qui sont en place. Or, la série, effectivement, elle permet, y compris en occupant plusieurs plateaux et en ayant plusieurs décors construits en simultané qui peuvent ne pas être démolis. Ça peut être une manière, effectivement, de... Mais j'ai pas de détails précis là-dessus. Alors, sur le modèle hollywoodien dans les années 30 en France... c'est un fantasme récurrent, évidemment, quand Bernard Nathan lance Pathé Nathan, quand la société Gaumont fusionne avec la Francofilm Aubert et crée la Gaumont Francofilm Aubert, tous les communiqués de presse, etc., vont dans le sens le Graal, le modèle, c'est vraiment Hollywood. Et on est dans une logique de coller à ce modèle-là, dans la mesure où... que ce soit chez Gaumont ou chez Pathé, on reconstitue des espèces de grandes sociétés verticalement intégrées qui maîtrisent tout, depuis la production jusqu'à l'exploitation en salle. Après, l'application de ce modèle hollywoodien, elle est finalement, d'une part, très très limitée dans le temps, ça ne dure pas du tout longtemps, elle est très très incomplète. Au final... alors, il y a des acteurs qui sont sous contrat à l'année,
chez Pathé, par exemple. Pathé prend sous contrat Charles Vanel, Gaby Morlet. Donc ils sont très bien payés. Ils sont payés comme à Hollywood, c'est-à-dire dans le sens où qu'ils tournent ou qu'ils ne tournent pas, ils sont rémunérés. Ils sont en général, dans le contrat, ils gagnent une certaine somme, quoi qu'il arrive, et ils sont payés en plus pour les films qu'ils vont faire. Donc certains acteurs, certains réalisateurs aussi sont sous contrat, certains scénaristes, certains décorateurs, et ceux-là ont des conditions de travail qui sont très confortables, mais d'une part ils sont très peu nombreux, et contrairement à ce que vous évoquiez par rapport à Hollywood, il n'y a vraiment pas de... Le formatage, l'image de la star, etc., elle va vraiment se limiter à... La couverture presse sur ces personnes-là. Donc ça va être, je pense par exemple à des actrices comme Marcel Chantal, qui évoque d'ailleurs Marcelle Latière, qui à l'époque Marcelle Chantal est très connue, elle est très élégante, et elle était sous contrat à la Paramount au début des années 30 à Paris, parce que la Paramount s'est installée à Saint-Maurice pour tourner des films en version multiple. Et là, l'argent coule à flot. Et là, on a vraiment Hollywood qui est installé là, puisque c'est une succursale de la firme américaine. Les salaires sont encore plus élevés. Ils ont du monde sous contrat. Mais ça reste relativement limité. La formation, elle n'existe pas. Et ça va se limiter, si vous voulez, à quelques obligations de représentation, c'est-à-dire que les acteurs vont être présents pour l'arbre de Noël Pathé, pour l'élection de la reine Pathé Nathan, pour des déjeuners officiels, pour les premières des films produits par la société, etc. Mais on n'en est pas à c'est cette imagerie de on va lui refaire les dents, on va lui imposer de la chirurgie esthétique et interdire le mariage avec un tel ou voilà, non, c'est pas aller jusque-là. J'avais juste une petite question, parce que donc après 44 l'IDEC, 46 le CNC, justement aux États-Unis, je ne connais pas justement l'histoire, en parallèle, donc on voit une forte volonté politique, économique en France de soutenir le cinéma. À Hollywood, justement, ça a été que des fonds privés. Comment ça se passait? C'est-à-dire que sans l'IDEC, sans le CNC, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Non, alors c'est vrai que le rapport à l'État, entre le cinéma et l'État en France, c'est assez ambivalent. C'est-à-dire que dans les années 30, l'État n'est pas du tout présent, ne s'investit pas du tout. Et les professionnels du cinéma en sont désolés. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Il n'y a même pas de ministère de tutelle, c'est-à-dire que le cinéma dépend à la fois du commerce, des beaux-arts, de l'instruction publique, de 4 ou 5 ministères, mais il n'y a pas de ministère de la culture. Et donc régulièrement, les professionnels du cinéma demandent à l'État français, d'une manière ou d'une autre, de s'engager, de soutenir la production, de soutenir la formation, etc. En même temps, il y a une forme de réticence, c'est-à-dire qu'à partir du Front populaire, il va y avoir un mouvement de revendication lié au mouvement de la montée des syndicats dans le milieu du cinéma, de nationalisation du cinéma, au moins de la création d'une branche nationale du cinéma. Et les milieux professionnels sont assez partagés parce qu'au même moment, en Allemagne et en Italie, on est dans un contexte de dictature fasciste. Et là, pour le coup, l'État s'investit énormément dans le cinéma. Et les modèles, en particulier le modèle italien, est regardé avec un peu d'envie de la part des Français, parce qu'ils disent, oui, mais regardez, ils ont créé le Centro Sperimentale, qui est une école de cinéma dès 1935, ils ont créé Cinecittà en 1937, ils ont l'Istituto Luce, le Duce regarde des films tous les jours. Nous, les politiques n'en ont rien à faire du cinéma, donc il y a un appel permanent, mais la crainte que si l'État s'immisce dans le cinéma, il aille jusqu'à imposer des choix artistiques. Voilà. Donc il y a une forme de... dans les années 30, il y a un pas de deux, j'ai envie de dire, entre l'État et le milieu du cinéma qui est assez ambivalent. Et quand l'État va s'occuper du cinéma, c'est sous Vichy. Ça va être pour le contrôler.
avec la mise en place du COIC, le comité d'organisation de l'industrie du cinéma, la création des cartes professionnelles qui n'existaient pas avant, et la création de l'IDEC, puisque l'IDEC est une création de Vichy au départ, puisque c'est le CATJC, le Centre artistique des techniciens, des jeunes du cinéma, qui va être créé à Nice, puis il va devenir l'IDEC. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en France, finalement, l'État a commencé à s'intéresser au cinéma dans un contexte d'État totalitaire, mais qu'à la Libération, il y a une transition finalement très réussie, j'ai envie de dire, qui est faite où toutes les structures mises en place par Vichy vont être expurgées, des lois raciales qui allaient avec, mais pour néanmoins continuer à soutenir le cinéma. La grosse déconvenue après-guerre, c'est le plan Monet, c'est-à-dire que après la guerre, il y a un plan massif d'investissement pour la reconstruction du pays, le plan Monet, et à un moment, il est question que le cinéma intègre le plan Monet, fasse partie des industries prioritaires, c'est-à-dire avec l'agriculture, l'industrie lourde, le logement, enfin il y a différents postes, et le cinéma en fait partie. Et donc à ce moment-là, c'est là que naît le projet de Mougin, de se dire mais on va avoir de l'argent, on va avoir enfin un soutien de l'État. Et donc il y a un grand espoir qui naît à ce moment-là d'un investissement fort de l'État dans les structures des studios, les structures de formation, etc. Et finalement, le cinéma ne va pas être intégré dans le plan Monet, et la manne financière attendue ne va jamais arriver, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question qui est vraiment intéressante, et notamment, là j'ai moins travaillé sur cette question-là, mais sur la période de l'après-guerre, les relations sont... oui, c'est une question qu'il faudrait vraiment développer et creuser, parce que je pense que c'est assez passionnant. Merci beaucoup, Morgane. Je suis désolée, on va devoir s'interrompre ici pour faire la visite à 17h, mais je vous convie tous à cette visite. Et Morgane, si tu veux aussi la faire, peut-être ça peut être aussi un moyen de prolonger la discussion in situ. Eh ben, merci à tous, et merci beaucoup, Morgane. Et à tout de suite pour la visite. Le rendez-vous est juste devant la salle. On peut prendre une petite pause, mais voilà, la visite va partir à 17h. Merci. Merci.